Si tu veux que ça se passe bien avec eux, je vais te dire ce que j'ai pu comprendre de leur façon d'être. D'abord, c'est peut-être le plus étrange, mais pour eux, les enfants doivent obéir aux adultes. Après, tu sais, ils aiment bien les cadeaux. Ils préfèrent qu'on leur parle avec respect. Ça, c'est plutôt attendu. Par contre, ne t'avise surtout pas de remettre en cause leur décision de justice. Ils plaisantent pas avec ça. Mais surtout, Douléa, quoi qu'il arrive, n'oublie pas que pour les Aquiléens, toutes les Vadicéennes sont inférieures. Je pense qu'il vaut mieux leur donner ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui n'entend pas les râlistes crier, puisqu'ils n'ont pas le droit de dépasser un certain niveau sonore sous peine de sanction. Je m'appelle toujours Célène, et je suis toujours avec mon acolyte Alice. Comment vas-tu, Alice ? Eh bien, ça va, un petit peu chargé ce mois-ci. Ça fait à peu près une semaine que je me dis que demain, va falloir que je me repose, mais vraiment toute la journée. I feel you. On verra ça demain. Non, puis sinon, j'ai passé un joli mois. Pour moi, aujourd'hui, c'était chargé émotionnellement. Je parle au passé parce que j'allais dire bientôt à la fin du mois, mais même pas. Mais pour moi, c'est quasiment la fin du mois. Quand l'épisode sort, c'est la fin C'est du la mois. fin du mois, voilà. Déjà, parce que j'ai une excellente nouvelle dans ma famille, donc ça m'a mis de bonne humeur. Que l'une de mes cousines que j'adore énormément a appris qu'elle était enceinte, donc c'est toujours des joyeuses nouvelles. Bah oui, c'est cool, félicitations à elle, bien sûr. Voilà. Et puis sinon, j'ai entamé un nouveau projet semi-créatif, je sais pas comment le qualifier, mais voilà. Moi qui aime bien les caractérisations, quand je caractérise les personnages, tout ça, je me mets, voilà, quel type de Pokémon ce serait, quel arcane du tarot le correspond, enfin, genre de conneries de ce genre, tu vois. Et en vrai, je me suis dit, c'est un exercice que j'aime bien faire, prendre des œuvres avec un pool de personnages, par exemple, et dire quel serait le type de Pokémon qui leur correspond bien, type élémentaire, quoi. Et puis je me suis mise, tête en épingle, j'ai fait toute une liste de plein de projets comme ça. Puis peut-être que je le ferai dans mon coin déjà, d'un point de vue intellectuel, j'aime bien ça. Peut-être que j'en ferai des vidéos YouTube, je ne sais pas. J'en sais rien. En tous les cas, ça fait plaisir de nouveau recréer des trucs. C'est apprécié. Mais du coup, entre ça, la lourdeur du mois, du coup, il y a quand même un truc qui est à noter, c'est que l'écriture de l'épisode du mois prochain, va falloir que je m'y mette. Je connais cette théorie. Parce que là, en plus, mine de rien, c'est pas non plus un gros morceau, c'est pas un si gros jeu que ça, mais c'est quand même un jeu de rôle d'une taille non négligeable et d'un contenu non négligeable dont on va parler le mois prochain. Donc il faudrait sérieusement que je m'y mette. C'est pas comme Anamnesis ou Death of the Author, où j'adore ces jeux-là, mais effectivement c'est assez court. J'ai pu m'y mettre assez tard à l'écriture, ça l'a bien fait. Tu vois. Là non, va quand même sérieusement falloir que je m'y mette, quoi. Et toi, du coup ? Voilà, je réponds déjà à ta dernière phrase qui résonne beaucoup en moi parce que on est le 17 avril, au moment où on enregistre. J'ai fini d'écrire l'épisode tout à l'heure. Donc voilà. Mais bon, c'est un petit jeu, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Oui. Enfin, j'espère. Je m'attends pas non plus à un épisode d'une durée astronomique, mais néanmoins, si ça te fait réagir, l'épisode peut être long. Si tu fais « Ah oui, ok », ça va aller assez vite, je pense. Ok. Donc, je compte sur toi. Moi, du coup, ça va. Très fatigué aussi. Je parlerai pas d'insomnie, mais ça fait maintenant plusieurs mois que je me réveille. Enfin, si tu veux, depuis le début de l'année, mon réveil a dû me réveiller 3 fois, je dirais. On est le 17 avril, je le rappelle, je viens de le dire, mais je le rappelle. En général, je suis réveillé au moins une demi-heure avant mon réveil, soit par un élément extérieur, soit de façon tout à fait spontanée. Et à force, c'est un peu lourd, donc il y a des moments où je suis extrêmement fatigué. Aujourd'hui, ça va, hier, ça allait, bon, voilà. Mais lundi, par exemple, j'étais au 42e dessous.
quoi c'était une constante de l'univers pour cette journée. Oui. Sinon, l'actualité, c'est la merde, là, ces derniers jours. Je tiens à le dire quand même, parce qu'un jour, peut-être en 2042, si vous écoutez ce podcast, vous rappellerez de ça et vous faites « Ah oui, c'est vrai !» Eh bien, au Royaume-Uni, et principalement en Angleterre, c'est un petit peu la merde pour les personnes trans. Puisque la pression du groupe Women Support Scotland, qui est financé par une certaine personne qui a écrit une certaine série de livres que je ne connais plus, par décision militante, je ne connais ni les livres ni cette personne, mais vous voyez très bien de qui je parle. Et donc maintenant, l'Angleterre ne reconnaît plus que le sexe attribué à la naissance. Ouais. Et donc les personnes trans et intersexes et non-binaires, bien sûr, sont un petit peu dans la merde. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'Occident moderne, on va dire, c'est quand même un petit peu flou sur les dates, les États-Unis ont souvent fait office de prédiction pour l'Europe, que ce soit en positif comme en négatif. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont commencé aux États-Unis puis qui sont arrivées en Europe. Mais force est d'admettre que là, le Royaume-Uni, grâce à J.K. Rowling, ont vraiment fait un speedrun, on va dire, sur certains sujets. Any %, absolument. C'est ça. Ouais, c'est assez incroyable. Bon, on va parler de choses plus positives. Oui, c'est vrai que le peu de choses que je sais du jeu d'aujourd'hui, je crois qu'on va être totalement dans une joie de vivre, il me semble. Donc, Je parle pas du jeu encore. C'est bon, hein, on se détend, on se calme. Donc, pour rester vaguement dans la thématique, moi j'ai commencé les hormones, ça y est, c'est trop cool. Oui. Je le dis, on est un peu en avance. On sort le 25 avril, je crois que ça démarre le 9 mai, si je dis pas de bêtises, mais c'est l'Enoscure, le crowdfunding, qui a redémarré, donc, enfin pas qui a redémarré, mais le premier avait été annulé. Il y a un deuxième crowdfunding pour l'Enoscure, qui recommence, donc début mai, donc n'hésitez pas, parce que c'est cool. En tout cas, ça va être cool. Et puisque on parle de la Maison Nébuleuse, Valentin Daniel et Maury Drac organisent une jam de JDR et de musique qui s'appelle Jam 10 Album numéro 3, parce que c'est la 3e édition, et a priori, là encore, je vais y participer. On en reparlera peut-être au mois de juin, j'en sais rien, puisque j'ai jusqu'au 21 juin, la fête de la musique, wink wink nudge nudge, pour rendre mon jeu fini, donc j'ai pas mal de boulot. Cela étant dit, je vais te poser la petite... le triptyque de questions de début d'épisode, puisque là, c'est en plusieurs étapes. D'ailleurs, bon, vous l'aurez peut-être vu si vous êtes sur le Discord, puisque je vous rappelle qu'on a un Discord, le lien est dans la description, et on donne les questions à l'avance, en l'occurrence le 18 du mois, donc il faudra que je les mette en ligne demain, les questions. Je vais devoir mettre des petites balises spoilers pour faire apparaître les différentes étapes de la question au fur et à mesure. Donc une question à 3 étapes. Oui, c'est une question technique. Et on est clairement dans de la philosophie. Là, je pense. Une première étape de la question. Alice, préfères-tu vivre à genoux ou mourir debout ? Et donc, je contextualise un tout petit peu. Donc pour être plus précise, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux vivre longtemps, mais en devant obéir à des règles qu'on t'impose, ou bien résister à ces règles, mais en payer le prix cher, en l'occurrence et a priori la mort ? Ce qui est intéressant dans cette question, c'est la double opposition, bien sûr. Et donc, du coup, pour y réfléchir, pour commencer à répondre, faut la diviser. Enfin, faut la diviser, quoi. C'est-à-dire que déjà, tu as un premier questionnement qui est faut mettre en opposition les deux éléments négatifs et les deux éléments positifs de la question. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le pire, en l'occurrence, entre ne pas avoir de liberté ou mourir ? Et pareil, mettre en opposition, qu'est-ce qui est le plus important entre vivre ou être libre. Oui, absolument. Et puis après, du coup, tu fais le rapport. Il y a plusieurs approches qu'on peut avoir à cette question-là. Déjà, pour ce qui est de mourir debout, un point qui est en faveur de mourir debout, c'est qu'on ne le fait pas que pour soi. C'est-à-dire qu'il y a le côté personnel de dignité, d'au moins je meurs libre, mais aussi le fait que mourir debout peut potentiellement avoir un impact sur ceux qui suivent. C'est un statement, très clairement, oui, je suis d'accord. Cela dit, l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'accepter la servitude. Accepter la servitude, c'est la légitimer d'une certaine manière. Alors après, on fait ce qu'on peut, bien sûr, je ne vais pas non plus... voilà, mais disons que pour prendre un truc un peu plus moderne, c'est comme avoir des avancées technologiques merdiques et le tout venant qui les accepte en mode, de toute façon, ça va se développer, ça sera là à un moment, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on l'accepte, on utilise des technologies à la con. Tu veux parler de l'IA générative qui fait des starter packs et des filtres Ghibli, peut-être ? Putain, d'ailleurs, c'est vrai, c'est ça, faut que je pense. Ça fait...
Il y a une personne que je suivais sur Insta d'ailleurs, qui avait rien à voir avec l'artistique, qui a suivi cette trend de merde de faire les starter packs. Ça fait une semaine que je me dis: «Il faut que je lui envoie un message». On se connaît pas personnellement, tu vois? Donc va falloir que je mette l'effort, mais que j'en parle. Parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte du côté merdique de l'IA, tu vois? Donc justement être sûr que tout soit su. Justement, petit lever ou baisser de chapeau d'ailleurs plutôt à Yann Liebi, qui est un artiste pour la peine. Alors je crois qu'il est prof dans la vie, mais il est aussi illustrateur pour des jeux de rôle notamment. Il va sortir un jeu de rôle qui s'appelle Fouine, soit dit en passant. Et lui, il a une position assez cool parce que il fait... Je vais peut-être pas dire qu'il fait énormément dans la pédagogie, il faut peut-être pas exagérer, même si c'est un prof, donc quelque part il le fait malgré tout. Mais là, il a mis un message, je préviens, les personnes qui partagent du contenu publié par IA, en fait, ça dégage de ma TL, donc voilà, bisous. Sachant qu'il ne dit pas ça pour fermer le dialogue, bien au contraire, il dit ça pour l'ouvrir. Oui, oui. Pour revenir justement sur la question à la base, donc à part ces petits éléments-là, ma posture personnelle, à cet égard-là, alors, autant qu'on puisse se l'imaginer bien sûr, et en espérant le plus possible que ça ne reste qu'un exercice de pensée le plus longtemps possible, bien sûr. Oui. Sur la théorie, sur le principe, sur les valeurs, je trouverais évident qu'il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Mais dans les faits, soyons honnêtes, me connaissant en plus personnellement, il y a quand même de très grandes chances que dans cette situation, je sois plutôt du genre à vivre à genoux. C'est une petite dualité là-dessus. Après, voilà, dans les faits, l'exécution, on ne sait jamais. Mais je partirais sur cette dualité-là de prime abord. La théorie et la pratique. J'entends. Je vais me permettre de répondre aussi à cette étape-là et comme ça. Je surfe sur la vague de ton défrichage que tu viens de faire, etc. Je pense que j'aurai la même réponse que toi, in fine, mais c'est peut-être pas tant parce que je me connais, c'est plutôt parce que, écoute, je suis marié, j'ai un enfant, et si je meurs, ça va être compliqué. Oui, ça aussi à prendre en compte. Voilà, sans ça, je ne peux pas répondre à la question si j'enlève ces facteurs-là. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. En théorie, j'aurais le même début de réponse que toi. C'est-à-dire, en théorie, oui, il vaut mieux mourir debout. Dans les faits, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. J'en suis pas capable. Et j'espère ne pas avoir à le faire. Maintenant, est-ce qu'on passerait pas à la deuxième étape de la question? Oui, tout à fait. Donc, maintenant, si tes amis et tes proches ont fait le choix inverse de toi, donc on peut rester, si tu veux, sur la séparation entre le théorique et le pratique. Je vais faire les deux cas de figure à chaque fois, bien sûr. Voilà, c'est très bien, parfait. C'est très intéressant, je trouve, d'y répondre comme ça. Donc. Dans le cas de figure où je suis dans l'optique, mourir debout, dans cette lutte, en somme, et que mes amis ou mes proches, qu'une partie de mes amis ou mes proches qui sont plutôt à fermer leur gueule et à subir l'oppression... Ou d'ailleurs, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont aussi dans l'oppression et qui la subissent, ou ceux qui sont moins dans l'oppression et qui ne font rien pour aider. Mais c'est encore un autre sujet, tu vois. Oui, les fameux apolitiques. Voilà. Elle est bien cette question. On peut dérouler tout le truc de gauche. C'est ça. Faut qu'on est dans les grands mots avec mourir debout. Voilà, je vais rester dans le symbolique et dans le cinématographique. Je ferai en sorte qu'au dernier moment, je puisse les regarder droit dans les yeux. De faire en sorte qu'ils aient bien conscience de l'impact de leur choix, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, ok. Dans l'autre sens, si j'étais plutôt à ne pas avoir le courage, ou à me contenter de peu, et qu'une partie de mes proches rentraient dans la lutte, je pense que je les rejoindrais. Je changerais mon choix. Parce que l'un de mes principaux problèmes d'un point de vue militant, c'est que je suis une suiveuse. Je suis suiveuse en plus qui n'est pas très très courageuse. Donc, à partir du moment où quelque chose est en mouvement, notamment pendant mes proches sont concernés, ça change absolument tout. D'où justement ce point-là, je trouve, c'est super intéressant de pouvoir aborder cette thématique-là. Donc, non, tout à fait. Une fois encore, on n'en est heureusement pas à ce point-là. Mais c'est une réflexion que je me fais régulièrement, d'un point de vue militante d'ailleurs. C'est très frustrant parce que de base, j'ai des morales et des mentalités, des idéaux très militantes, très dans la lutte. Et plus ça va avec le temps, plus c'est exacerbé. Je ne sais pas quel est le pinouf qui a dit que quand tu vieillis, tu deviens de droite, mais alors, vraisemblablement, il a loupé 2-3 détails. Il était de droite. Il était de droite, voilà.
Mais c'est les gens de droite qui disent ça, Mais en oui, fait. non, Hein. mais, Ils disent oui, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde, mais maintenant, je fais partie du système et j'écrase les autres. Et il n'y a pas de quoi se vanter, en fait. c'est ça. Mais donc, tu vois, il y a ça d'un côté, mais de l'autre, vu que j'ai pas spécialement d'initiative, notamment sur ces sujets-là, et ça va pas s'améliorer non plus, et que je suis plutôt une suiveuse et que je vois rien en face de moi, rien de concret, tu vois. Il y a un côté très frustrant et très dissonant, c'est-à-dire que je râle que la société se secoue pas, tout en me secouant pas tout à fait moi-même, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette frustration-là qui, je trouve, se retrouve très bien dans cette question-là, de manière un peu plus extrême du coup, mais il y a de ça. Ouais, mais après, enfin, tu dis ça, mais en même temps, tu participes à pas mal de manifs. Enfin, voilà, t'es pas non plus. Oui. Alors, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je vais dire. Ça s'applique pas à toi, mais il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je vais dire. Je veux dire, tu n'es pas juste là sur ton PC à relayer des informations et à, entre guillemets, ne rien faire. Je mets bien beaucoup de guillemets parce que rien que ça, Oui, c'est c'est un déjà acte pas mal, militant bien qui sûr. est important. Qui est important. De faire entendre les luttes, parce qu'on peut pas vraiment compter sur les médias pour ça. Hein. Même quand il y a des grèves SNCF, ils ne parlent que des usagers qui sont mécontents, et parfois ils ont du mal à en trouver des usagers qui sont mécontents, et ils ne parlent jamais des raisons de la grève, par exemple. S'ils en cherchent, je peux en trouver, hein, des usagers mécontents des grèves, ça dans ma famille, j'en ai tout le tour du bras. J'ai été éduqué avec le mépris de la SNCF, donc Ah bah ça va, alors écoute, avis aux chaînes de télévision qui nous écouteraient, si besoin d'usagers mécontents de la SNCF pendant les grèves, vous pouvez contacter Alice, on mettra son mail en dessous. tu sais que là, quand on enregistre, dans quelques jours, je vais descendre justement dans le sud de la France. Et oui. Pendant cette période-là, il y a un préavis de grève. Si moi j'ai un problème de TGV à cause des grèves, personnellement, on ne m'entendra pas râler. Par contre, mes proches qui ne sont pas concernés par ce voyage-là, Râleront pour toi. Ouais. en parlons pour moi. Eh ben, ça tombe bien, puisque on peut passer à la troisième étape de Tu la n'as question. pas répondu à la deuxième question. Oui, je n'ai pas répondu, je sais, c'est précisément ce que j'allais dire, c'est que j'ai la même réponse que toi, en fait, donc je n'ai pas besoin de développer. Et donc, justement, si maintenant, tes amis et tes proches peuvent payer le prix de ton choix à ta place, c'est-à-dire, parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément hyper claire, c'est-à-dire, si tu décides de rentrer en rébellion, on peut buter tes amis et tes proches, ou si tu décides qu'il vaut mieux se soumettre aux règles, les autres sont soumis aussi aux règles, sans vraiment avoir eu l'occasion d'en faire le choix. C'est-à-dire, tu aurais fait ce choix à leur place, entre guillemets. Quoi. C'est intéressant parce que ça reboucle à l'un des premiers commentaires que j'avais fait sur la question de prime abord. C'était notamment sur le fait que le fait de mourir debout peut avoir un impact sur les autres. Ça marche dans les deux sens. Je l'avais dit dans l'autre sens, mais ça marche aussi dans ce sens-là, effectivement. Oui, oui. Et on notera d'ailleurs que cette idée-là, hein, les proches peuvent payer le prix à ta place, c'est l'une des stratégies d'ailleurs de la peur de plein de courants politiques autoritaires d'ailleurs. Hein. Oui, absolument. Vos proches ont payé le prix. Pour le côté, les proches pourraient mourir aussi si je rentre dans la lutte, ça rendrait les choses beaucoup plus dures. Mais paradoxalement, enfin peut-être pas si paradoxalement que ça en vrai, je pense que ça ne me donnerait que plus de volonté de le faire. Parce que voilà, si on en arrive là, c'est vraiment qu'il est temps de faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Là où, à l'inverse, le fait que accepter le statu quo et l'asservissement et l'autoritaire fout aussi dans cette situation-là, condamne aussi ses proches à ça, c'est, je pense, la plus grande raison d'entrer en lutte. Je pense même que le fait de... Désolé, ça va être un peu intense 2 secondes, hein, mais d'ailleurs non, je ne suis pas désolé, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis ça. Être soi-même dans une minorité, pour parler vaste, hein, qui est discriminée, c'est une raison suffisante pour entrer en lutte. Avoir un proche qui fait partie d'une minorité discriminée, ou même pas minoritaire d'ailleurs, mais qui est discriminée d'ailleurs, ça devient une évidence de rentrer en lutte, je trouve. Oui. Et je sais que c'est pas forcément la mentalité de tout le monde. C'est absolument pas vécu, je vois pas de quoi vous voulez parler. Bah écoute, là encore une fois, je vais te rejoindre, donc c'est pas très intéressant que je développe mes réponses. Néanmoins, le fait que mes amis et mes proches pourraient se faire exécuter si moi j'entrais en lutte, ça me pousserait plutôt à essayer de trouver une troisième voie qui serait probablement la fuite ou quelque chose comme ça. Oui. Parce que pareil, en fait, je reviens un peu sur ma réponse initiale. C'est ça. Que voilà, j'ai une épouse, j'ai un enfant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on est
de manière factuelle dans des situations qui sont très différentes nécessairement. Du coup, même si, comme on l'a vu, on a des avis qui sont proches, ça change quand même drastiquement le reste, quoi. Oui, ah oui, totalement. Mais du reste, après, voilà, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, après, c'est d'un point de vue personnel, j'essaie de me projeter dans cette situation, même si c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à faire, je vois, de me projeter dans les situations. En mode expérience de pensée, en mode JDR, ça va, mais en mode expérience de pensée, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à le faire. Ce qui n'est pas forcément négatif, hein, mais bon, voilà, je le constate. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as autre chose à dire là-dessus ? C'était long, cette question de début d'épisode. Hein. T'avais dit quoi ? Un épisode pas trop long ? Alors, j'avais dit que l'épisode ne serait pas trop long si tu n'avais rien à dire. Oui, c'est vrai que là, j'avais des choses à dire, c'est pas faux. Voilà, si t'es là en mode, ouais, ok, très bien, ça va aller très vite. Mais c'est un épisode qui fait réagir plus qu'un épisode sur lequel j'ai des choses à dire en soi. C'est un épisode qui va ouvrir un certain nombre de discussions, je pense. Et je pense que c'est une excellente chose, parce qu'au cas où les gens n'auraient pas compris qu'on est très à gauche... Oui, il y a un petit macaron en bas de la miniature. Hein, C'est vrai. C'est vrai. Bon, écoute, on ne sait jamais. D'ailleurs, en parlant de podcast très à gauche, je vous recommande assez chaudement le podcast Ossium, qui n'est que sur YouTube actuellement, si je ne dis pas de bêtises, et qui est très bien. Qui est tenu par 2 anards, donc voilà, très intéressant. Eux ne présentent pas des jeux. L'épisode 0 était sur de la politique dans mon JDR. Il était super intéressant. Voilà, c'est la fin de la petite promo. Ah oui, non, si, alors, un dernier truc, avant d'aller à la suite. Je reviens juste sur la question 2, la partie 2 de la question. Donc, et si maintenant tes amis et tes proches ont fait le choix inverse ? Je suis en train d'écouter un podcast de la cellule. Non, je parle d'autres podcasts. Fallait bien que je parle de la cellule. Et je suis en train d'écouter un épisode de 4 heures, 37 minutes et 8 secondes avec Tristan Edern Vaquette, qui est une espèce d'artiste protéiforme dont je ne connaissais pas du tout le travail. Bon, j'ai écouté qu'une petite demi-heure du podcast, là où on enregistre. Et il a une citation qui est assez cool, je trouve, et qui résonne pas mal avec ce truc-là. C'est, si tes amis et tes proches ont fait le choix inverse. Donc lui dit, si vous êtes d'accord avec moi, bah tant mieux pour vous, mais moi, je ne serai jamais d'accord avec vous. Je vois l'idée. Puisque voilà, c'est quelqu'un qui est un chantre du doute. Alors c'est pas un zététicien, hein, attention, c'est quelqu'un de bien. C'est comme tout, la zététique a été nécrosée dévoyée par des hommes blancs. Oui. Donc techniquement, on peut trouver des zététiciens qui sont des gens bien. Juste que faut les chercher, en théorie, mais la théorie c'est un très beau pays, quoi. Allez, d'accord, il y a peut-être quelques zététiciens bien, voilà. À notre époque, la zététique c'est un red flag, pas une condamnation, tu vois ce que je veux dire ? Oui, voilà, on est d'accord. Si ce n'est que, normalement, les red flags, c'est pas genre, attention, c'est non, je m'en vais en courant. Et ça aussi, on change un peu le sens des mots, mais ça n'est pas grave. Mais voilà, juste pour parler de Vaquette très rapidement, donc 3 jours après les attentats de Charlie Hebdo, là où il y avait déjà 2600 livres, Je suis Charlie, lui a sorti un livre qui s'appelle Je ne suis pas Charlie. Ah, c'était lui, Je ne suis pas Charlie. J'en avais entendu parler à l'époque, c'était d'accord. Voilà, c'est bien d'en avoir entendu parler, parce que... ça n'a pas du tout été mis en avant, mais oui, c'était lui. Et du coup, je te recommande cet épisode de la cellule. ADN numéro 30. Je mettrai le lien dans la description, sait-on jamais. On va peut-être parler un petit peu du jeu, oui, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je vais te présenter un jeu indépendant de 2012. Un jeu anglais, soit dit en passant, enfin un jeu américain. Un jeu qui n'est malheureusement plus trouvable par des moyens légaux. Comme d'habitude, vous trouverez un lien en description de l'épisode pour vous procurer le jeu. Un jeu sans préparation, un jeu qui parle frontalement de colonisation, et un jeu donc plutôt à gauche, voire très à gauche, voire très très à gauche. Ça détaille, ça. Nous allons parler de Dog Eat Dog, qu'on pourrait traduire par L'homme est un loup pour l'homme, si quelqu'un se posait la question. Tout à fait. Écrit par Liam Liwanag Burke. Alors Burke, B-U-R-K-E, hein, voilà. Ça fait toujours bizarre à entendre les premières fois, puis après on s'y fait. De son sous-titre, un jeu sur l'impérialisme et l'assimilation dans les îles du Pacifique. Alors bien sûr, encore une fois, c'est traduit, hein, voilà, là j'avais pas la VO sous les yeux pour ça. Il s'agit d'un jeu auto-édité par Liwanag Press qui n'existe plus aujourd'hui. Pour la petite anecdote, c'est un jeu qui a fait l'objet d'un crowdfunding. Et j'ai découvert que le jeu avait gagné l'Indie RPG Award 2012 pour le Most Innovative Game. Alors, pour référence, même si ça ne veut absolument rien dire, hein, en 2012 sortent aussi, entre autres, bien sûr, Monster of the Week,
Oui. qu'on a déjà chroniqué, hein, vous pouvez aller voir l'épisode, et Prosopopée, qu'on a déjà chroniqué, hein, vous pouvez aller voir l'épisode. Tout à fait. Alors, Dog Eat Dog, c'est quoi? Donc, comme d'habitude, je rappelle, tu connais le nom du jeu, tu n'en sais pas beaucoup plus que ça, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait. Je t'en ai peut-être parlé vite fait une fois ou deux, mais... Non, sans tout ce plus. que je savais, c'était le nom de l'épisode et le sujet, quoi. C'est-à-dire le colonialisme. Voilà. Donc, comme son nom ne l'indique pas tant, contrairement à son sous-titre, je viens de les nommer, donc vous ferez un effort de mémoire, au pire vous remontez d'1 minute, et puis vous allez vous en souvenir. Dog Eat Dog est un jeu sur ce qu'il se passe une fois qu'une force d'occupation a vaincu un peuple, et sur les rapports que vont avoir les colonisés avec leurs colons. C'est-à-dire que, quand on commence à jouer à Dog Eat Dog, le combat a déjà eu lieu, et le peuple a déjà perdu. C'est pas un jeu sur « Ah oui, on va chasser les envahisseurs ». Non. Avant d'aller plus loin, il va falloir quand même que je précise quelques éléments. Et notamment que Liam Liwanag Burke est à moitié philippin et qu'il est né et qu'il a grandi à Hawaï. J'aime donc autant vous dire qu'il sait de quoi il parle quand il lance le sujet de l'assimilation culturelle vécue par les peuples insulaires dans le Pacifique. Tout à fait. Et alors, juste pour bien enfoncer le clou, au cas où c'était pas encore assez clair, le jeu, il le dédie à sa mère. Oui, je pense que c'est assez clair, je pense. Non, mais allez, Alice, on peut encore aller un petit peu plus loin, puisque la petite citation du début, c'est un extrait d'un poème de R. Zamora Linmark, un poète romancier et dramaturge philippo-américain, donc comme Liam Liwanag Burke, Bien sûr. qui dit ceci, donc je le traduis, bien sûr. Alors, ça n'a pas été traduit, donc je fais ma traduction, j'espère qu'elle restitue assez bien le message d'origine, sinon vous irez chercher. Le poème s'appelle Dog Eat Dog. Comme quoi, il y a une certaine thématique. Oui. Donc le poème dit ceci. Enfin, ces 3 vers du poème disent ceci. Ils t'aiment bien parce que tu les imites, parce que tu veux être comme eux. Ils t'aiment bien parce que d'ici quelques années, tu seras exactement comme eux. Et quand viendra ce moment, seras-tu encore toi-même? Oh putain, il tape fort. Ah la vache. Ah oui, voilà. Hein. C'est à la fois la parfaite représentation des États-Unis et l'un des nombreux problèmes de la période révolutionnaire de la France. La France est une et indivisible. Et oui, toute la France a résisté. Enfin, on peut aller loin hein, là-dessus, n'est-ce pas? Je vais devoir préciser une convention d'écriture, donc une convention qui est utilisée entre autres dans Donjons et Chatons. C'est pas vraiment le propos. Globalement, John Grimph l'a plutôt adopté et donc ça a débordé un peu là-dessus parce qu'il a travaillé sur ce projet-là, mais c'est quelque chose qui est en train de se répandre et que je trouve très intéressant. Donc, quand je vais parler au féminin, quand j'utiliserai le féminin pour parler de personnes, je parlerai des personnes autour de la table. Et quand je vais parler au masculin, je vais parler des personnages dans la fiction. Oui. C'est une convention d'écriture qui est super pratique pour remettre du féminin quand on parle de jeu de rôle, sans tomber dans quelque chose qui pourrait être vu comme un peu trop militant, de dire on met tout au féminin. Non mais c'est très, très années 2010 en l'occurrence. Alors, moi, je te parle de maintenant. Hein. C'est pas dans Dog Eat Dog. Ça va être moi pour l'épisode parce que je vais faire beaucoup d'allers-retours entre la fiction et ce qui se passe à la table. D'accord, je dis ça parce que pour le coup, c'est quelque chose qui avait commencé à se répandre. Alors, se répandre, j'entends, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui avait commencé à être testé, on va dire, dans le milieu des années 2010 pour le coup. Donc, c'est pour ça que je pensais que c'était le cas de Dog Eat Dog. Non, mais dans le jeu de rôle anglophone. Oui. Oui, parce qu'en francophonie, c'est quelque chose qui est en train d'arriver depuis le début des années 2020, en fait. Oui. Voilà, Non, parce que moi, c'est pour ça. Je fais la nuance. Ok. Donc, parce que j'allais dire que justement, il y avait ça qui s'était pas mal développé pendant les années 2010. Et par contre, pendant un petit peu avant, donc ça fait suite à une autre convention d'écriture où les deux ont pu être utilisés de manière concurrente, mais une qui était un petit peu plus vieille, qui était d'utiliser le féminin pour l'AMJ. L'AMJ, oui. Et le masculin pour les joueurs. Hein. Tout à fait. Ça aussi, on l'a vu en France, et ça fait grincer des dents, puisqu'on est visiblement beaucoup plus conservateur en France, là-dessus en tout cas. Oui. C'est pour ça qu'on fait des podcasts gate opening comme nous, par exemple. Donc, je vais donner le lexique que je vais utiliser pour cet épisode. Vous noterez que je n'ai pas dit en introduction qu'on genre tout au féminin ou au neutre quand on y pense. Parce que là, non, pas du tout. De par le fait. Donc, toutes les personnes autour de la table, ce sont des participantes. Il y a les joueuses, qui vont jouer les natifs, et l'autorité, qui joue les colons.
Donc comment on joue à Dog Eat Dog, ça commence maintenant. On va préparer le setting en faisant ça. Donc on commence par créer les natifs en tant que peuple, par les individus. On va choisir leur nom, leurs traits. Et puis on va faire la même chose avec les colons. Alors dans la base du jeu, on l'appelle l'occupation. Mais vu que je voulais avoir un mot masculin, j'ai dû adapter. Mais je précise quand même que dans le manuel, c'est écrit l'occupation. On n'a pas besoin d'être historique. Oui, c'est un jeu sur la colonisation des peuples insulaires par les États-Unis, mais même dans les settings alternatifs, par exemple, on a une histoire d'elfes qui colonisent des orques. Oui, ça c'est bien quand même, ce genre de choses, je trouve, de remise en parallèle. Oui, je crois aussi qu'on a un setting SF ou des trucs comme ça. Enfin voilà, les elfes et les orques, par exemple, c'était super intéressant. L'important, en tout cas, c'est de savoir de quoi on parle, de quel peuple on parle, et de quelle force d'occupation on parle. Ensuite, on prend une feuille qui sera le registre des lois, et on écrit la première loi. Les natifs, donc on écrit le nom du peuple natif, sont inférieurs aux colons, donc on a écrit le nom du peuple colon. Dans ma partie test, c'était les Vadicéennes sont inférieurs aux Aquiléens, et là, bien sûr, je vous renvoie à la mise en bouche que vous avez entendue en tout début de cet épisode. Évidemment. Après ça, on détermine qui est l'autorité. Alors là, tu vas, je pense, rigoler. Selon les règles, c'est la participante la plus riche. Il n'y a pas de dispositif qui est mis en place pour déterminer qui est la plus riche, et c'est voulu, parce que, outre le racisme, le jeu a également pour vocation de parler des privilèges de classe. Évidemment. Qui est la plus grande des luttes, on rappelle, vu que c'est à partir du moment où vous êtes privilégié en termes de classe, une partie non négligeable des autres discriminations reste présente, bien sûr, mais beaucoup plus facilement compensée que dans l'autre sens, quoi. Oui, alors c'est vrai, techniquement. Je pense, j'allais dire oui, enfin bon, genre l'esclavage et tout. Oui, mais techniquement c'est aussi une classe quelque part, l'esclave. C'est-à-dire c'est en dessous des prolétaires, tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument. Non mais tout à fait. C'est pour ça. J'ai désamorcé ma propre objection. Dans les annexes, Liam Liwanag-Burke nous explique que c'est la règle qui est très souvent volontairement ignorée. Il le dit, ça arrive d'oublier des règles, mais celle-là, la plupart des gens choisissent de l'ignorer. Et donc, à cet effet, il nous propose de pas forcément le prendre littéralement, puisque c'est à chacun de définir qu'est-ce que ça veut dire être la plus riche. Voilà. Et donc, par exemple, de savoir qui a le plus bel iPod. Parce que là, je rappelle que le jeu est sorti en 2012, donc la référence est nécessairement un petit peu datée. Très daté, ouais. Voilà. Dans ma partie test, c'est le plus vieil homme blanc hétéro cisgenre qui a endossé le rôle de l'autorité, précisément pour cette raison-là. Bien sûr. Parce qu'on était un ramassis de gauchistes, forcément. Voilà. Une fois qu'on sait qui est l'autorité va jouer les colons, ça je l'avais déjà dit un petit peu plus haut, et les autres participantes, donc les joueuses. Ouais, vous voyez, je fais un petit rappel de mon lexique quand même pour être bien sûr. C'est très kantien d'être persuadé qu'on ne va pas être comprise. Bon, les joueuses donc vont incarner chacune un natif. Et donc là, justement, on va créer les natifs. Donc chaque natif a un trait personnel qui le distingue des autres. Par exemple, c'est le plus grand guerrier du village, c'est le pêcheur qui connaît les coins de pêche, tu vois. Bon. Et bien sûr, le natif a un nom. Bien sûr. Alors, je vais parler d'un élément sur lequel je reviendrai beaucoup plus tard. Donc, pas de panique. On va distribuer des jetons à tout le monde. Okay. Les joueuses des natifs ont 3 jetons chacune. L'autorité a 2 jetons par natif et un dernier jeton en plus. Donc, s'il y a 5 participantes, donc 4 joueuses, donc 4 natifs, l'autorité aurait 9 jetons. Oui. Pour l'instant, on garde les jetons dans un coin, on en parlera plus tard. Après ça, c'est la joueuse assise à la gauche de l'autorité qui commence à jouer. Comme quoi, c'est vraiment un jeu de gauchiste. Oui, bah oui. La narration est libre, et elle continue jusqu'à ce qu'un conflit apparaisse. Les conflits, j'en parle dans quelques secondes. Juste avant, je vais préciser une chose, c'est que la joueuse qui est en charge de la narration, qu'on pourrait dire joueuse active, mettons, la joueuse active donc cadre la scène comme elle le souhaite. Si un natif qui ne faisait pas partie de cette scène-là souhaite la rejoindre, il va demander à le faire. C'est est-ce que je pourrais venir dans la scène ? Et donc la joueuse active va accepter ou non. Au stade où on en est, je m'attendais presque à ce que ce soit l'autorité qui doive dire s'il accepte ou non, mais... Un instant. Les colons, eux, ils peuvent se joindre à n'importe quelle scène sans avoir à demander quoi que ce soit. Et d'ailleurs, l'autorité peut forcer un natif à rejoindre une scène alors qu'il n'y était pas. Oui, bon.
Voilà, hein, on n'est pas très très loin. C'est qu'une fois que l'autorité est dans la scène, elle fait quasiment ce qu'elle veut. C'est ça qui est intéressant. Oui. Mais justement, on va parler de la résolution de conflit juste après. Juste, je reste sur la narration, je donne un dernier point, peut-être un point qui va te faire réagir. On va voir. L'idée dans la narration, c'est pas forcément de faire un seul récit suivi. Bon, moi, c'est ce qui s'est passé dans la partie test que j'ai faite, et c'était très cool. Mais quelque part, j'ai regretté qu'on ne fasse pas plusieurs petites histoires qui vont explorer un peu différents aspects de la cohabitation forcée entre les natifs et les colons. Parce que, par exemple, nous, on avait mis vraiment une opposition aussi théologique. On avait, par exemple, chez les natifs, il y avait 10 dieux. Chez les colons, il y avait 2 dieux. Qui étaient l'archétype de l'homme et l'archétype de la femme. Donc, on les avait, un peu pour rigoler, on les avait baptisés Gigachad et Tradwife. C'était leur nom de code, on va dire, si tu veux. C'était pas le vrai nom. Et au final, c'est un aspect qu'on n'a absolument pas exploré, puisque on s'est centré sur une seule histoire, où le côté religion, par exemple, ça fonctionnait pas du tout, ça n'avait aucun intérêt. Donc, un jour, si je refais une partie, j'essaierai vraiment de dire, ok, essayons de faire plusieurs scénettes plutôt que de faire le suivi d'un seul truc. Même si c'était vraiment très intéressant, j'aimerais aussi voir ce que ça donne de faire plusieurs vignettes, on va dire. Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces histoires-là, d'un peu de narration un peu décousue, un peu, mais qui vont montrer plusieurs aspects? Je pense que ça peut être très intéressant. Moi, typiquement, c'est pas mon truc. Ça me plairait bien, mais tu vois, dans un jeu comme ça, tu me laisses partir en roue libre, je vais faire une seule histoire, tu vois. Ça, intuitivement, c'est-à-dire que pour faire comme ça plein de petites scènes, il va falloir que je fasse l'effort, que je me dise, on passe à autre chose. Justement, c'est pas toi. C'est-à-dire, bon, là, voilà, je te donne l'exemple de ma partie test. On avait une petite fille, la chef de la commune, enfin d'un village, de la communauté, une grande prêtresse, et le vieil homme médecine, tu sais, c'était une société matriarcale en plus, mais c'était un des seuls hommes respectés, quoi. Enfin, un des seuls hommes respectés. Les hommes étaient respectés, mais un des seuls hommes d'influence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que je prends la narration, une fois que j'arrive à la narration, oui, j'aurais plus tendance à continuer quelque chose qui avait été fait juste avant. Tu vois, c'est pour ça que je veux dire. Oui, nous, c'est ce qui s'est passé, en fait. On est parti sur un truc qui aurait pu se suffire à soi-même, et tout le truc... Alors, c'était super cool, hein. Moi, j'ai passé une très très bonne partie. Juste, j'aurais aimé pouvoir explorer ça. Mais du coup, au-delà de ça, effectivement, malgré ce qui me viendrait naturellement, je pense que l'idée d'avoir plusieurs petites scènes est effectivement très intéressante. Et totalement dans le ton de ce que veut raconter le jeu. Garde cette idée, on y reviendra si tu veux bien, parce que je vais continuer à t'expliquer comment on joue au jeu, et ça va, je pense, peut-être faire du sens aussi. Donc, je parlais de la narration qui continue jusqu'à ce qu'il y ait un conflit, donc maintenant on va parler des conflits. Puisque voilà, c'est un peu le cœur du jeu, mine de rien. Quand un personnage, qu'il soit natif ou colon, ne veut pas qu'une chose qui a été dite se produise, sa joueuse se manifeste et dit « Non, je veux pas que ça se passe comme ça ». Donc là, on rentre dans un conflit. Il faut résoudre ce conflit. Pour ça, il y a 3 étapes. Les 3 étapes ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire, ça peut s'arrêter à l'étape 1, ça peut s'arrêter à l'étape 2, ou ça peut aller jusqu'à l'étape 3. Okay. Donc l'étape 1, c'est la négociation. Donc d'abord, les participantes essayent de trouver une solution narrative qui convient à tout le monde. Moi, par exemple, dans ma partie test, vraiment le conflit qui me vient, c'est vraiment la petite fille voulait partir en courant alors que les colons lui avaient dit qu'elle devait s'excuser. Et moi, mon personnage dit non, je ne laisse pas partir, j'essaie de la retenir. Bah ça, c'est un conflit. Oui. D'ailleurs, j'ai mal formulé, parce que je devrais dire non, je l'empêche de partir. Tu vois, on affirme des choses. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un conflit. Parce que j'essaye de la retenir, c'est pas un conflit. C'est je la retiens. Ah non, moi, je veux partir. Ok, c'est un conflit. Ouais, je vois. Voilà. D'ailleurs, voilà, le jeu dit, faut y aller à fond, hein. Dites pas, j'essaye de le frapper, mais je lui mets un coup de crosse dans la tempe, et même, vous pouvez carrément dire, je lui mets un coup de crosse dans la tempe, et il tombe à genoux. Il faut y aller vraiment à fond la caisse. Si la négociation ne permet pas d'arriver à un compromis, on passe à la phase 2. La phase 2 s'appelle chance. Les participantes liées au conflit lancent les dés pour savoir qui va réussir. De base, on a un D6. Ça se joue qu'avec des D6. Okay. On rajoute un dé supplémentaire par trait des natifs ou des colons qui peut s'appliquer à la situation. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si c'est lié à la survie dans la nature et que le trait des natifs, c'est ils vivent en symbiose avec la nature,
bah il va en avoir un dé en plus. Nécessairement. Voilà, tout bêtement. Si le conflit oppose uniquement des natifs, ils peuvent aussi utiliser leurs traits personnels. Je reviens des exemples que j'avais donnés, hein, si c'est le plus fort des guerriers de la tribu ou le pêcheur qui connaît les coins de pêche, si ça s'applique, on peut le mettre. Par contre, si un colon fait partie du conflit, les natifs n'ont pas le droit de lancer leurs traits personnels, parce que les colons n'ont pas de traits personnels, déjà, c'est une question d'équilibrage, mais surtout, pour les colons, tous les natifs sont les mêmes. Sont les mêmes, bah oui, c'est logique. Eh oui. On fait le total des D6 et la participante avec le plus haut total l'emporte et raconte la conclusion de ce conflit, à moins que n'importe quelle participante, qui n'a pas forcément besoin d'être partie prenante du conflit, parce que tu peux aussi dire je me rétracte du conflit, donc tu vas pas jeter les dés. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on passe en phase 3. Et la phase 3 s'appelle Fiat. Donc Fiat, ça veut dire la volonté de Dieu. Hein. C'est l'autorité qui décide de ce qu'il se passe, qu'elle ait fait ou non partie du conflit, et même si c'est l'autorité qui a amené le conflit de la phase 2 à la phase 3. Oh. Ah là là. Je te laisse te remettre un petit peu, ça va ? Ah. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment on termine une scène. En général, c'est après les conflits. Quand on estime avoir fini de raconter le contenu d'une scène, on passe à sa conclusion. Et il y a 2 cas de figure possibles. Soit il y avait un colon qui était présent dans la scène. Je rappelle que l'autorité peut incruster n'importe quel colon dans n'importe quelle scène. Soit il n'y avait pas de colon. Je vais commencer par le cas où il y a un colon. Donc si les colons sont là, il y a jugement. Ça s'appelle jugement. Okay. L'autorité commence par observer, parmi les natifs présents dans la scène, lesquels ont obéi ou désobéi aux lois du registre. Loi après loi et dans l'ordre du registre. Si un natif suit une règle, l'autorité va lui donner un jeton. Enfin, donner un jeton à sa joueuse. Si un natif a violé une loi, sa joueuse doit alors remettre un jeton à l'autorité. Je reviens encore sur les jetons un petit peu plus tard. On voit que c'est quelque chose de central. Oui, non, mais on commence à situer, tu vois, ce que ça représente. Tout à fait. Sûr. Mais c'est dans mon script, ne t'inquiète pas. Évidemment, toutes les lois sont pas toujours applicables en toutes circonstances. Par contre, la première règle, donc les natifs sont inférieurs aux colons, est toujours applicable. Chaque loi peut donc faire gagner ou perdre un jeton, ce qui fait que plus le jeu avance, plus tu as de lois, puisque je vais y venir justement. Et donc plus tu peux perdre de jetons d'un coup, ou en gagner et en perdre. Suite à ça, les joueuses, et donc pas les participantes, je précise, réfléchissent ensemble à une nouvelle loi qui englobe les enjeux de la scène jouée. Il faut, en une phrase, répondre à la question « Quel comportement les colons apprécient-ils des natifs ?» ou son corollaire, quel comportement les natifs ont en horreur. Quel comportement les colons ont en horreur, et donc les natifs... désolé. L'autorité a le droit de donner son avis, mais ce sont les joueuses qui écrivent la phrase sur le registre. Oui. Et donc, en ce sens, il faut plutôt considérer le registre comme ce que les natifs comprennent des colons, plutôt que les vraies règles imposées par les colons. Oui. Mais je trouve la nuance est intéressante, je trouve. Oui, alors elle a toute son importance et crois-moi, on va en reparler. Mais je fais beaucoup de renvois comme ça, je suis désolé, je suis à peu près à la moitié de mon script pour vous donner un aperçu. Donc deuxième cas de figure, donc s'il n'y avait pas de colon dans la scène, l'autorité perd un jeton. Je crois que ça s'appelle l'indifférence dans ces cas-là, mais je suis pas sûr. Et donc l'autorité a tout intérêt à faire intervenir des colons dans toutes les scènes, parce que l'autorité n'a pas intérêt à perdre ses jetons. Je viens au jeton juste après, ne t'inquiète pas, on va y arriver. Ah, je m'accroche. Dans tous les cas, on a fini la scène, et donc on passe à la participante à la gauche de la joueuse active. Ou de l'autorité active, bien sûr, parce que l'autorité est aussi un tour. Donc, ça y est, maintenant je vais répondre à la grande question, à quoi servent ces jetons ? On se doute, comme tu l'as dit, que ça a un rapport avec l'assimilation culturelle. Puisque évidemment, les joueuses en gagnent quand les natifs obéissent aux lois, et les joueuses en perdent quand les natifs ignorent les lois. C'est vrai, mais ça a aussi des conséquences beaucoup plus concrètes. Si une joueuse n'a plus aucun jeton, son natif devient amok. Alors, petit point trad, j'ai pas voulu me départir du terme amok. On le connaît en anglais, to run amok, par exemple. Mais en français, on n'utilise pas des masses. Moi, j'ai pas voulu l'enlever. Donc, c'est un terme qui est originaire de Malaisie et qui a été observé notamment dans les Philippines. Tiens donc, les Philippines, on y revient. Dans les Caraïbes ou encore en Polynésie. Le mot malais amuk
je le prononce forcément mal, hein, j'ai fait le choix de le prononcer de façon, non, alors de ne pas essayer, mais surtout de façon à ce qu'on comprenne comment ça s'écrit. J'imagine que ça se dit plutôt quelque chose comme amok, quelque chose comme ça, tu vois, c'est pas un U, ça doit être un U court, enfin je sais pas. Bon bref, le mot malais amuk, donc, signifie rage incontrôlable. Ce terme a une histoire que je vous laisserai aller voir si vous voulez, et je voulais pas l'occulter. Alors juste pour faire une parenthèse sur l'histoire de ce terme, voilà, en fait, je crois que c'est en Malaisie, on considère que c'est normal que quelqu'un qui vit des moments difficiles peuvent totalement péter un câble, en fait, détruire des objets, voire agresser, voire tuer des gens, et on considère qu'il est contrôlé par des esprits, en fait. Donc ce n'est pas lui qui agit. Évidemment, c'est pas du tout la même culture que nous, et je dis pas ça de façon péjorative, je dis juste que nous, nous on en est à plaider la folie quand il y a des gens qui font des tueries de masse. Donc voilà, eux, je pense que il y a beaucoup plus de sincérité. Je dis pas qu'il y a que de la sincérité, mais je pense qu'il y a globalement beaucoup plus de sincérité dans ce genre de cas. Je pense aussi. Revenons-en au jeu, si tu le veux bien. Quand un natif devient amok, l'autorité perd un jeton. Comme ça, gratuitement. Okay. Un personnage amok ne peut plus gagner de jetons d'ailleurs. C'est terminé, il est à 0, il est à 0. L'autorité ne peut plus forcer un personnage amok à rejoindre une scène, et personne ne peut non plus l'empêcher de rejoindre une scène. D'ailleurs, la prochaine fois qu'un personnage amok rejoindra une scène, il fera obligatoirement quelque chose de violent et de destructeur. Si un conflit arrive en phase 3, c'est la joueuse du personnage amok qui a le contrôle, pas l'autorité. Oh. Et enfin, un personnage amok mourra à sa prochaine apparition dans une scène. C'est-à-dire, il arrive, il fait quelque chose d'incroyablement violent et destructeur, et il meurt. Sachant que, en règle générale, de façon générale, un natif mort perd tous ses jetons et ils sont défaussés, personne ne les récupère. Oui, ça n'a pas de sens. Quand l'autorité ou quand toutes les joueuses n'ont plus de jetons, la partie est terminée. Si c'est l'autorité qui n'a plus de jetons, elle doit décrire pourquoi elle donne leur autonomie aux natifs. Alors, normalement, si elle a plus de jetons, c'est qu'elle en a donné aux natifs. Oui. Normalement. Plus une joueuse a de jetons, plus son natif a assimilé les lois des colons. On considère qu'à partir de 6 jetons, son personnage a adopté leurs valeurs. Vraiment embrassé leurs valeurs. On en revient au poème. Une fois que tu seras exactement comme eux, que restera-t-il de toi ? Enfin, c'était pas exactement dit comme ça, mais c'était bien le propos. Dernier élément, donc l'autorité perd 2 jetons quand un natif meurt. Donc, si c'est un natif qui est devenu amok, en tout, l'autorité perd 3 jetons. 1 au moment où le natif devient amok, et 2 quand il meurt. Et il faut quand même savoir une chose, parce que c'est le corollaire de ce que je viens de dire, l'autorité perd 2 jetons quand un natif meurt. Mais donc, l'autorité peut choisir de dépenser 2 jetons pour tuer un natif. Comme ça. Bim bam boum. Ah bah oui. Ça manquait, je trouve, ce petit coup de pelle. Attends. Je te rappelle que l'autorité possède dès le début 2 jetons par joueuse, avec un jeton en plus. À tout moment, elle peut le biais. Tu peux démarrer une partie de Dog Eat Dog, tuer tous les natifs. Ouais. Ce qui lui permet de gagner, mais ça ne serait pas très drôle. Non, mais je trouve ça bien que ce soit là. Ah oui. Oui, alors je précise, les natifs, bien sûr, ne représentent pas 100% des insulaires, ça va sans dire. Ce sont les potentielles figures de proue d'une éventuelle rébellion. Enfin, résistance, plutôt, devrais-je dire. Et donc, on peut très bien dire, on les bute tous, voilà, c'est fini. Mais, comme je dis, ça serait pas très drôle. Mais, alors je te lis mon titre d'après, mais cette histoire d'autorité, ça ne te dit rien ? Parce qu'il faut que je t'avoue quelque chose, Alice. Dog Eat Dog ne parle pas que de rapports coloniaux. Enfin, bon, si, mais il n'est pas inspiré que de ça. En tout cas, ça dépend de quoi on parle. En tous les cas, si on parle d'autres jeux de rôle, il y en a bien un que j'ai chroniqué l'année dernière qui me vient souvent en tête depuis le début de cet épisode. Mais... Tu parles de Sigmata ? Ouais. Ouais. Eh ben, tu fais bien de parler de jeux de rôle. Puisque Liam Lewanag Burke a fait un parallèle troublant entre sa connaissance des récits coloniaux. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, parce que, voilà, à toute fin utile, il est né et il a grandi à Hawaï, une île qui est devenue un État américain des décennies avant sa naissance. Donc, il fait un parallèle troublant entre sa connaissance des récits coloniaux et son observation de
Drum roll, please. Can anybody guess? Partie de Donjons et Dragons. Ouais. Là, c'est le silence dramatique, Mhm. où tu peux réagir, bien sûr. Non, mais oui. De toute façon, Alors, c'est surtout vrai pour le système de conflit, mais globalement, le parallèle est amusant. Tu veux faire un truc, tu le dis à l'ADM. Par exemple, je passe furtivement derrière les orques. Si elle estime que t'as pas besoin de lancer les dés, bah c'est bon. Donc il n'y a pas de conflit. Parfois, l'ADM te dira, bah c'est pas possible, ou alors qu'il faut que tu fasses un jet. Tu peux, en général, essayer de changer ton approche pour pouvoir échapper au jet de dés. Non, mais je me tiens loin d'eux et je profite de la pénombre en avançant très lentement. Ça peut être ou non acceptable, on est dans la négociation, là, c'est la phase 1. mhm. Si tu changes pas ton approche ou si la DM te dit que bah, vraiment c'est pas possible, tu vas devoir lancer les dés. Avec des facteurs éventuels qui peuvent aider. Dans Dog Eat Dog, ce seraient les traits des colons des natifs et les traits personnels des natifs éventuellement. Dans D&D, ce serait un bonus, un malus, voilà. Ça, c'est la phase 2. Et dans tous les cas, l'ADM raconte les conséquences de ton action en tenant compte, ou pas, ou en partie, du résultat du jet de dés. Puisque, dois-je le rappeler, les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran. Oui. Et donc là, c'est la phase 3. Fiat, la volonté de Dieu. C'est marrant que ça s'appelle la volonté de Dieu. Quand on parle du DM. Ce qui est particulièrement amusant, c'est que dans des moments très importants, c'est pas rare de voir des joueuses essayer de brosser la DM dans le sens du poil pour ne pas avoir à lancer les dés ou pour avoir un bonus. C'est vrai que je l'ai souvent vu, bon, en plus qui suis techniquement tardive hein, dans ça, je l'ai souvent vu d'un point de vue humoristique, hein, d'un point de vue blague, mais je sais bien que ça ne vient pas de nulle part. Quoi, ah bah bien sûr, bien sûr. Donc on retrouve un petit peu quelque part de ce rapport de séduction que peuvent avoir les natifs face aux colons pour pouvoir faire ce dont ils ont envie. Un petit côté pick-me un petit peu. Ah oui, totalement. Bah, c'est un rapport de séduction, encore une fois. Et d'ailleurs, de la même manière, l'ADM peut choisir de faire un TPK, donc un Total Party Kill, tuer tous les personnages d'un groupe, pour un groupe de joueuses qui la fatigue. On me fatigue, joyeux de rire. De la même manière que l'autorité peut préventivement tuer tous les natifs pour ne pas perdre de temps, ça ne serait pas très amusant, mais ça arrive. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant ? Assez, oui. C'est très intéressant. Est-ce que ça te donnerait envie d'y jouer ? Bon, c'est pas un jeu qui est très très optimiste non plus, hein, il faut quand même bien le dire. C'est-à-dire que c'est un jeu sur le principe, j'aimerais bien le tenter, j'aimerais bien y jouer en tant que tel, mais là tout de suite c'est pas moi. Je comprends. Moi, j'y ai joué en fin d'année dernière. Hein. J'ai pas noté la date précise, mais voilà. Je sais pas quelle part de moi a le plus envie de remettre à plus tard le test de ce jeu. La partie qui est du côté colon, du côté natif, pour reprendre des parallèles autres. Oui. Oui, je comprends. Ouais. Ah, pareil, moi, je n'ai pas joué en tant qu'autorité, du coup, je serais assez curieuse de voir ce que ça fait. Parce que le jeu te pousse quand même en tant qu'autorité à t'es obligé quasiment d'intégrer toutes les scènes, t'es obligé de faire un certain nombre de choses, sinon tu perds juste tous tes jetons et tu te fais juste niquer, quoi. Donc le jeu est assez diabolique de ce côté-là. Disons que vu le ton et vu le sujet, vu le message du jeu, il serait de mauvais ton d'être capable de faire comme d'habitude, on fait mes fameux guillemets totalement radiophoniques, des gentils colons, tu vois. Oui. Faut que ça ne puisse pas marcher. Justement, c'est très intéressant que tu parles de gentils colons avec des guillemets, parce que, pareil, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de dire les gentils natifs et les méchants colons. Oui. Ce serait pas très très intéressant. Je pense qu'il faut quand même donner au moins un trait négatif aux natifs. Tout à fait. Et maintenant donc que je t'ai donné tous ces éléments-là, je voudrais reprendre cette notion de petites vignettes, de petites histoires qui vont explorer différents aspects de la cohabitation forcée entre les natifs et les colons. Tu vois, avec ces histoires de lois notamment, qui se rajoutent à la fin de chaque scène, pour peu que les colons soient présents. Bien sûr. Parce que si tu restes sur un seul récit, nous c'est ce qui nous est arrivé, donc je peux vraiment parler. Si tu restes sur un seul récit, au bout d'un moment tu dis, ok, mais comment on, entre guillemets, légifère sur ce qui s'est passé dans cette scène, qui est la conséquence de la scène d'avant, qui était déjà la conséquence de la scène d'avant, qui était déjà la conséquence de la scène d'avant. Oui. Ça fait un gros morceau, quoi. Voilà, c'est-à-dire si par exemple tu fais un truc qui n'a rien à voir, dire il y a des personnages qui se marient, et là les colons arrivent qui disent non, vous n'avez pas le droit de vous marier selon vos rites à vous devez vous marier selon les rites des colons.
Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de la petite fille qui fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire et qui part après dans toutes les directions. Voilà, après, encore une fois, c'est mon regret sur ma partie test, mais j'ai adoré ma partie test, qui était certes sur une structure beaucoup plus linéaire, mais très très agréable de ce côté-là. Moi, je voudrais juste voir, par pure curiosité, hein, c'est pas genre c'était pas bien, je veux faire mieux, par pure curiosité, voir ce que ça donne avec plutôt un nuage de points, tu vois, plutôt qu'une ligne droite. Par complémentaire, quoi. Mais Voilà. ça arrive comme ça quand on teste des jeux. C'est typiquement ce qui m'était arrivé pour Death of the Author, Oui. de faire un premier test de base et puis se dire tiens, il y a d'autres façons de faire, j'aime bien tester. Par exemple, dans le cas de Death of the Author, d'y jouer seul ou à deux, par exemple. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que déjà, parfois, on a du mal à trouver le temps de faire des parties tests avant l'épisode, mais qu'idéalement, parfois, il faudrait qu'on fasse beaucoup de parties tests avant d'écrire l'épisode. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que des fois ça mérite. Oui, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut quand même dire. C'est que oui, on va être amené à présenter un jeu dont on a fait une partie, voire parfois pas de partie du tout. J'ai enfin pu tester Sigmata, de toute façon. Il était temps. Et c'était très bien. C'était cool, ouais. Mais voilà, ça reste important quand même de préciser que on peut être biaisé par l'expérience qu'on a eue sur une seule partie. Il suffit par exemple qu'on n'ait pas très bien compris les règles. Ça peut arriver, hein. Moi, voilà, je veux dire, sur Vademecum, j'ai compris les règles du combat à la deuxième séance. Au milieu de la deuxième séance. Je fais, ah, mais attends, en fait, ça. Et donc, si je n'avais fait qu'une seule session pour présenter Vademecum, j'aurais pas pu présenter les règles de combat d'une bonne manière. J'aurais dû dire, ah, mais du coup, ça fait des combats longs et machin, et pas très intéressants. Alors qu'en fait, c'est juste moi qui avais mal compris. Oui, et puis il y a des systèmes qui, effectivement, sont assez denses, et donc du coup, voilà. Genre Shadowrun, par exemple, pour hasard. Par exemple, oui, mais tout à fait. Qui effectivement, ça fait un petit bout de temps, histoire d'être sûr de bien maîtriser les différents aspects, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a vraiment plusieurs aspects dans Shadowrun, parce que entre la physique, la matrice et l'astral, ça se passe pas exactement de la même manière, et voilà, il faut avoir le temps d'explorer tout ça. Bon, allez, on rigole bien, mais il faut quand même que je te parle d'un élément important de Dog Eat Dog, et c'est la cohérence entre ces règles et la fiction. Et il y a un gros mot pour ça, c'est la cohérence ludonarrative. Alors, petit historique de la notion ludonarrative, et en particulier de la dissonance ludonarrative, puisque ça a commencé par ça. En 2007, un monsieur qui s'appelle Clint Hawking, qui est un ancien développeur de chez LucasArts, rédige un essai sur le jeu vidéo BioShock. Son essai est intitulé « Ludonarrative Dissonance in BioShock, The Problem of What the Game is About » ou « Dissonance ludonarrative dans BioShock ». Alors, je n'ai pas traduit en choc biologique. Vous ne m'en voudrez pas. Le problème du propos du jeu, dans la langue de Joule. Alors, je vais devoir spoiler un petit peu BioShock, mais je pense qu'il y a prescription, parce que si je dis pas de bêtises, le jeu est sorti en 2006. Dans ces eaux-là, en tous les cas. Donc, c'est un jeu vidéo où, alors je rentre pas dans les détails, mais on a une assez grande liberté d'action, en tout cas pour l'époque, mais c'est un jeu où le scénario est extrêmement linéaire, voire même archi-déterministe, dans la mesure où le twist final, donc c'est là le spoiler, si vous ne voulez vraiment pas entendre vous avancer de 10 secondes, vous pouvez faire ça dans les applis de podcast, vous faites 2 fois droite sur YouTube, sinon c'est comme vous voulez. Le twist final, donc c'est que notre personnage a été hypnotisé par le grand méchant, et qu'on est obligé d'obéir à ses injonctions, si tant est qu'ils disent « Would you kindly ?» C'est la fin du spoiler, c'est bon. Hawking expose donc ce grand écart, cette dissonance donc, entre ce que permet le jeu et ce qu'impose le scénario. Ouais. Ok, ça c'était l'historique de la notion. Ici, je parle plutôt de cohérence ludonarrative. D'ailleurs, je devrais plutôt parler d'harmonie ludonarrative, mais je sais pas. Je préfère parler de cohérence que d'harmonie. Le terme de cohérence ludonarrative est quand même assez installé maintenant pour ce sujet-là. Bon, après, ça n'empêche pas de re-questionner les termes, bien sûr, mais, oui. Mais nativement, par opposition à dissonance, ce serait plutôt harmonie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plutôt de cohérence, mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la cohérence ludonarrative ? Bien, c'est l'adéquation entre le propos du jeu et ses règles et ou son gameplay. Et donc, on revient à Dog Eat Dog. Là, dans Dog Eat Dog, le dispositif est minimal. On a une feuille de papier et on a des jetons. Il y a, pour ainsi dire, rien pour cadrer la fiction, puisque la narration des différentes participantes est totalement libre, à l'exception des conflits, où c'est sujet à des règles, et donc ce n'est soumis qu'au jugement des autres participantes, quelque part. Et pourtant, quand on joue un natif, je ne me permettrai que de parler de mon rôle de natif, parce que moi je n'ai pas joué l'autorité. En jouant un natif, on se retrouve totalement piégé par le jeu. Au début, le jeu est presque permissif, il y a une seule loi à suivre,
mais à chaque fois qu'on joue une scène, on rajoute une loi, et il faut la suivre, ou pas trop quand même, hein, mais un petit peu, parce que sinon, d'une manière ou d'une autre, on perd notre personnage. Et en fait, on se retrouve à perdre petit à petit notre liberté d'action à cause d'un paramètre tout à fait absurde au début de la mise en place. Il y a une personne qui est plus riche, donc là pareil j'ai mis des guillemets super radiophoniques, peu importe ce que ça veut dire, et qui est donc devenue l'autorité. Et à n'importe quel moment, cette participante, elle peut faire ce qu'elle veut. S'inviter dans des scènes, imposer la présence des natifs dans des scènes, tuer les natifs et arbitrer les conflits. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'on est dans un dispositif de type les PJ contre le MJ, ce qui est une aberration en soi, mais c'est pas mon propos, non. Tout le monde joue ensemble, et a priori, on sait à quoi on joue. Moi, ça me semble très difficile d'organiser une session de Dog Eat Dog sans dire à quoi on va jouer avant. C'est vraiment la recette idéale pour un désastre monumental. Ah oui, totalement. Oui. Moi, quand j'ai organisé ma partie dans mon club de JDR, j'ai déjà bien écrit un certain nombre des choses que j'ai déjà dites ici. Et quand quelqu'un est venu me dire « Ah ouais, moi ça m'intéresse et tout », j'ai dit « Attention, c'est pas du jeu de rôle traditionnel. Est-ce que t'es toujours OK avec ça ?» Et vraiment, quand je dis on parle de rapports post-coloniaux, on parle de rapports post-coloniaux de façon extrêmement frontale. Hein, et ça va probablement pas bien se terminer et tout. Je préfère que tout le monde soit OK là-dessus. Je reviens, du coup, à mon propos. Mais à la fin, la seule liberté qu'on a, encore une fois en tant que natif, c'est de décider de la tournure des phrases du registre. C'est de dire comment on transmet aux autres des conseils pour ne pas se retrouver dans la merde. Et ça, tu vois, vu le sujet du jeu, je pense que c'est pas anodin. Face à un autoritarisme quasiment sans limite, si on n'a pas la possibilité de réagir avant qu'il soit trop tard, bien sûr, il nous reste les mots. Les slogans et les mots sont-ils le dernier bastion de la liberté ? J'ai pas de réponse, mais je dois quand même avouer que j'ai une fascination pour les tags militants que je trouve à Marseille et ailleurs, mais à Marseille en l'occurrence, puisque j'habite à Marseille. Je les prends en photo, quand j'en vois en tout cas. Et le dernier en date que j'ai vu, c'était OQTF pour les fachos. D'ailleurs, je vous invite à suivre le compte Radical Graffiti qui est sur Facebook, mais aussi sur Blue Sky par exemple, et qui montre des tags un peu comme ça de gauche radicale partout dans le monde. C'est assez sympa. Et tu vois, rien que pour pouvoir se poser des questions pareilles, je pense que Dog Eat Dog mérite largement le détour, et j'espère que j'ai donné envie d'y jouer à plus d'une personne. C'est à souhaiter, effectivement. Alors, il me semble que nous avons une question de la FAQ. Oui, tout à fait. Une question de Ticket, encore. Pour changer. Juste avant de lire la question, pour situer, quand cette question a été posée sur notre Discord, l'une de mes réactions personnelles à cette question, ça a été par contre, ça serait une question à réserver pour un épisode court, histoire de la rallonger un peu. Au moment où je dis ces mots, on est à 1h18 d'enregistrement. Et au moment où vous les entendez, vous voyez bien la durée de l'épisode. Accrochez-vous. Oui, j'avais peur que l'épisode soit court. Et au final, t'as bien réagi. Ouais, au final, cool. T'as eu du contenu, des choses à apporter, du dialogue à apporter dans l'épisode. C'est ce que je voulais, quelque part. Parce que tu vas t'expliquer le dispositif du jeu, ça prend 5 minutes en fait. Mais, c'est vrai. Mais c'est plus toute la portée politique de Dog Eat Dog. Et du coup, j'ai suggéré qu'on mette la question là, parce que je craignais que l'épisode soit court. Bon, écoute. Mais qui est très bien en plus cette question. Qui est donc Alors je la lis tout en entière. J'ai une nouvelle idée de question, mais c'est assez intime. Quel apport, j'avais ma souris dessus, j'ai voulu deviner, grosse erreur. Quel apport du jeu de rôle à votre réflexion sur la transidentité? Quel rapport entre votre pratique du jeu de rôle et votre transidentité? Est-ce que vous avez lié les deux? Est-ce que ça a été un moyen d'expression? Bref, je lance le topic transidentité et jeu de rôle pour faire méta avec le projet de Célène d'un autre podcast. Alors le projet d'un autre podcast, il est en pause, parce que là j'ai une game jam à faire, mais ça viendra promis. J'y pense tous les jours. C'est vrai en plus, c'est pas des paroles en l'air. Est-ce que tu veux commencer? Je pense que j'ai beaucoup parlé, ça me semble un peu légitime de te rendre la parole là-dessus. Pour le coup, moi, comme souvent, quand on parle de l'apport au jeu de rôle dans ma vie, je vais commencer bien avant le jeu de rôle. De tout temps, les hommes. Pardon. Je suis désolé, il est tard, je suis fatigué, je suis intenable. Parce que, alors, pour le coup, autant dans ma pratique du théâtre, j'ai toujours joué des rôles masculins avant mon coming out, parce que voilà, il n'y avait pas de
Il n'y a pas de réflexion qui a été faite comme ça dans mon club de théâtre. Par contre, là où je vois un parallèle avec la question de genre qu'on peut se poser pour le jeu de rôle avant ma pratique du jeu de rôle, c'est dans le jeu vidéo, notamment sur la question d'avatar. Je vais aussi parler de ça. Parce que personnellement, ça fait depuis que j'ai, grosso modo 10 ans enfin voilà, à partir de mes 10 ans, à chaque fois que j'avais le choix, j'interprétais des personnages féminins dans les jeux vidéo. Ce qui est non négligeable vu que la notion même de l'idée même de se questionner sur le genre, la notion même de transidentité, je ne l'ai découvert, ça a été ne serait-ce qu'une question que, quelques, allez 7-8 ans plus tard, tu vois? Oui. Ouais, même pas c'est pas de dire que c'est quelque chose qui était toujours un peu présent. Mais voilà, histoire de dire que, il y a toujours eu cette, à l'époque en tous les cas, cette différence entre, ce que je pouvais interpréter dans le jeu au sens très large et le moi en l'occurrence. Et donc, bah, derrière, quand arrive la question de la transidentité et les questions sur le genre, bah, nécessairement ça fait poser des questions. Surtout quand on sait que j'ai commencé le jeu de rôle quelques 1 ou 2 ans à peine après avoir commencé mon questionnement sur le genre. Donc, Mhm. bah, nécessairement, ça arrive à point nommé, qu'on se le dise. Mais étonnamment, ça m'a pas vraiment permis d'explorer mon genre dans mon propre questionnement. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment utilisé le jeu de rôle pour pouvoir, expérimenter, on va dire, sur le genre d'un point de vue personnel. Ouais. Mais ça a nourri peut-être ta réflexion malgré tout. Mais justement, c'est après que c'est venu. Une D'accord. fois que j'étais beaucoup plus, fixé sur la question de genre pour moi, c'est là que j'ai commencé à introduire beaucoup plus de variété dans mes personnages d'un point de vue genre dans le jeu de rôle et c'est là que vient la réflexion. C'est-à-dire que le jeu de rôle m'a permis, d'expérimenter sur le genre, mais sur la notion de genre. Pas par rapport à moi, mais sur la notion de genre et d'explorer jusqu'à où peut aller la notion de genre. Oui. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que l'identité de genre, c'est l'un des quelques traits de caractéristiques que je remplis toujours quand je crée un personnage d'ailleurs. Un des quelques très nombreux. Pardon, je suis mesquine. J'ai beaucoup d'outils de caractérisation de personnages, mais il y en a que je ne fais pas tout le temps parce que c'est trop long. J'ai bien C'est trop long. compris, t'inquiète pas, ouais. Alors que ça beaucoup moins. Mais donc voilà, c'est plus là que, le jeu de rôle va apporter à la réflexion, sur l'identité, enfin de la transidentité, mais de manière totalement, peut-être pas totalement, mais de manière dissociée, à moi-même. Après, on pourrait essayer de creuser un petit peu et on pourrait se poser une question. Pour le coup, je n'ai pas de réponse à cette question-là. On pourrait se poser la question, cette exploration de la notion de genre et de jusqu'à où le genre peut aller et jusqu'à où on peut le troubler et le perturber. Est-ce que de manière plus ou moins inconsciente, ça serait pas aussi un moyen d'expérimenter par rapport à ma non-binarité pour le coup? Ça, c'est un vrai questionnement et je n'ai pas de réponse à cette question, mais je pense que la question est très valable Oui. pour le coup. Puis le fait que tu te la poses en est déjà peut-être une réponse, cela dit. C'est possible. Et d'ailleurs, bon, là pour le coup, c'est pas la question, mais c'est à noter que, c'est totalement transparent. Ce que je viens de dire sur la notion de genre, s'applique de manière totalement transparente, notamment la dernière partie, enfin la partie exploration, sur les questions, d'orientation sexuelle et romantique d'ailleurs pour ma part. C'est, Mhm. même principe, même motif, même punition. Fais-m'y penser si j'en parle pas, parce que moi, du coup, effectivement, mon asexualité aussi a eu un petit écho dans la pratique rôliste, mais Ouais. Mais sinon, ouais, pour conclure du coup, là-dessus, je noterai quand même un truc que j'ai remarqué il y a pas longtemps, cela dit. Et là, je vais reparler d'avatar de jeux vidéo. Heu, Là, je l'ai pas dit dans 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 ma réponse, mais ça avait été dans l'un des brouillons, on va dire. Parce que j'ai pas préparé cette question d'un point de vue écrit, mais nécessairement, j'y ai réfléchi quand même. oui. C'est un truc que je m'étais dit, c'est que le fait que depuis mes 10 ans, je choisissais toujours des persos féminins quand je pouvais. Quand je me suis fait cette remarque, je me suis dit: «Je sais». C'est le cas, mais je ne sais pas si c'est lié à ma transidentité ou pas. Oui. Parce que ça pourrait être pour d'autres raisons aussi, d'être plus attiré par certains types de personnages,
Par exemple, moi, j'ai beau être bi en termes de personnages de fiction, j'ai toujours trouvé que les personnages féminins étaient souvent plus beaux aussi, plus attrayants et tout. Donc bon, bah, ça peut être aussi pour d'autres raisons, tu vois, que c'est sélectionné. Mhm. Et puis, je me suis souvenu que, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais trans, et surtout à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais non-binaire, je me suis remise à choisir de temps en temps des avatars masculins, même si j'avais le choix. Mhm. Et donc, je pense quand même qu'il y avait quelque chose d'inconscient qui était là, quand même, Ouais, sur clairement. ce choix. Ouais. Bah, merci pour ce témoignage, en tout cas. Je vais répondre à mon tour à la question. Moi, ça va être assez chronologique pour la peine, puisque ça va remonter à la fin du collège, donc t'étais à peine né, toi, je suppose, à cette époque-là, quoi. À peu près, oui. Où je jouais à Neverwinter Nights. Donc Neverwinter Nights, un jeu vidéo dont j'ai déjà parlé dans ces micros, c'est incroyable. Donc un jeu Donjons et Dragons 3.5, le jeu Donjons et Dragons 3.5, oserais-je dire, et donc sur des serveurs avec des modules persistants roleplay, enfin voilà, j'en avais déjà parlé la dernière fois, donc je vais pas m'étendre dessus. Et le fait est que je me suis retrouvé à jouer quasiment que des personnages féminins. Il y a quelques exceptions, mais vraiment les personnages notables, mémorables. Alors j'ai joué énormément de personnages, vraiment. J'ai joué beaucoup de personnages différents. C'était pas vraiment, en tout cas à l'époque, mon genre de dire je joue un personnage et je le fais monter jusqu'à ce qu'il ait une énorme importance, peut-être même politique dans le truc et tout ça m'intéressait pas. Je voulais explorer des tas de façons différentes de voir le monde. Alors ce que j'ai encore tendance aujourd'hui à faire, je beaucoup plus cette notion du personnage jetable que toi, par exemple, qui aime bien prendre un personnage et le garder assez longtemps pour voir comment ça évolue. Moi, quand j'estime que le personnage n'a plus rien à raconter, je le jette et j'en prends un autre. Bon, fin de parenthèse. Moi, rétrospectivement, je pense que ça m'a permis d'explorer différentes facettes de la féminité aussi. Oui. De jouer un très grand nombre de personnages féminins. Enfin voilà, j'ai joué autant des personnages très martiaux, enfin très martial, du coup, devrais-je dire. Très militaire même, pour ainsi dire. Mais j'ai aussi joué un personnage inspiré de Madame Merteuil des Liaisons Dangereuses. Tu vois, je suis allé assez loin dans l'expérimentation. La fourchette est assez large. Oui. Et d'ailleurs, je dois dire que ces personnages, même si j'en jouais beaucoup, alors je jouais plusieurs personnages en parallèle, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire, je prenais pas un personnage, puis je le jetais, puis j'en prenais un autre, puis je le jetais, puis j'en prenais un autre. Je jouais plusieurs personnages en parallèle. Il y en a, allez, je dirais 5-6 qui me reviennent en tête sans que j'ai trop de difficultés à réfléchir. Après, si je réfléchis, je pourrais t'en citer beaucoup plus. Je vais pas les citer parce que c'est pas vraiment l'objectif, hein, mais voilà, sur, on va dire, une trentaine de personnages que j'ai joués, tu vois, il y en a 20 dont je peux facilement me rappeler. Ce qui est déjà non négligeable. Oui, mais sur 7-8 ans de jeu quasiment quotidien, voilà, c'est... faut savoir, tu connais l'expression avoir des papillons dans le ventre. Oui. Tu as déjà ressenti ce sentiment-là? Ou ce n'est qu'une expression pour toi? Voilà. Ben moi, je l'ai ressenti. Et les seuls cas pour lesquels je l'ai ressenti, c'était au travers d'un personnage féminin dans Neverwinter Nights. Oh. Voilà. Non, pour la peine, c'est très très intime. J'hésitais à le dire, mais non, je vais le dire parce que voilà, c'est important. Ça situe, effectivement. Ça situe, voilà, ça situe. Bon, je sors un peu du jeu de rôle virtuel, dirons-nous, et du jeu vidéo de rôle, pour parler maintenant de JDR. JDR à papa, quoi. JDR classique, on va dire. En l'occurrence, tout à fait classique. Hein. C'est que moi, mes expériences sur table... Alors au début, j'avais tendance à alterner, on va dire, un personnage féminin, un personnage masculin, tu vois, pour dire ouais, mais moi je peux jouer n'importe quoi. Je me donnais peut-être pas ce genre d'artiste maudit ou de poète maudit, je sais pas tout quoi. Mais voilà, c'était vraiment de dire oui, voilà, pour un peu donner le change, quoi, entre guillemets, quelque part. J'alternais, mais petit à petit, mes expériences sur table m'ont plutôt poussé vers le fait de ne jouer que des personnages masculins, plutôt par dépit, parce que j'ai eu plusieurs expériences négatives avec des personnages féminins que je jouais. Donc, et même encore aujourd'hui, hein, tu vois que j'ai plutôt tendance à jouer des personnages masculins dans les tables sur lesquelles on est.
Tout à fait. Alors des fois parce que ça va mieux avec l'histoire, dans Monster of the Week, je trouvais que ça faisait un petit peu plus sens que Malcolm soit un homme, Ouais. puisque j'étais dans l'archétype de Giles, de Buffy, Oui, pour oui, resituer, et je trouvais que ce style de personnage marche mieux avec un personnage masculin qu'avec un personnage féminin, mais j'aurais pu jouer un personnage féminin, ça ne m'aurait pas posé de problème. Non, bien sûr. Non, puis c'est assez intuitif aussi quand tu. Petite parenthèse très rapide, hein, mais Oui. effectivement, quand tu interprètes un personnage qui est inspiré d'un personnage pas existant, même s'il est évidemment possible de faire des modifications, intuitivement, tendance à garder ce genre de caractéristiques telles qu'elles sont. Oui, alors après, moi justement, quand je m'inspire d'un personnage, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop flagrant. Donc ça va être vraiment typiquement le genre de choses que je vais changer. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Là, le fait est que... Alors cela dit, je dis ça, mais j'ai quand même joué un perso transmasque. Mhm. Mais bon, voilà. Donc ça, ce sont un peu mes expériences sur table. Maintenant, je vais revenir à des choses encore un peu plus récentes. Restons dans l'intime jusqu'au dernier degré. Quand je préparais l'épisode sur Prosopopée, qui est un épisode que j'aime beaucoup, que vous pouvez aller écouter si vous voulez me faire plaisir, vous mettez plein de vues sur l'épisode de Prosopopée. Alors là, vraiment, je saurais que vous pensez à moi. Donc quand je préparais ça, je t'ai dit, je suis rentré dans un tunnel, dans un rabbit hole qui n'a pas de fond. Je suis en train d'exhumer des prototypes de jeux, j'en apprends, j'en découvre des choses, j'ai un blog à lire, machin. Et notamment, il y a un jeu de Frédéric Sintès qui n'a jamais été fini, mais dont un exemplaire jouable est disponible, qui s'appelle Les Cordes Sensibles, qui s'appelait Psychodrame avant, mais qui s'appelle Les Cordes Sensibles dans sa dernière version. Dans ce jeu-là, on demande à chaque participante de trouver un problème, alors je mets des guillemets à problème, encore une fois c'est très radiophonique, mais un problème à son personnage. C'est quelque chose qui doit toucher personnellement la joueuse. L'idée, ça pourrait être un peu comme dans Mnemosyne, quoi, de pouvoir se cacher derrière le jeu et de dire « Ah ah, mais non, c'est purement fictionnel ». Bien sûr. Alors, il y a des listes d'exemples je n'arrive pas à être fier de mon travail, j'ai peur de décevoir mes amis, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Mais la liste est très longue, et c'est que des exemples. Mais moi, immédiatement, quand j'ai entendu ça, parce que ça, je l'ai entendu dans l'émission de Radio Rolliste rétrospective sur Frédéric Sintès, juste après sa mort. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, si je joue à ce jeu, ça va être incroyable. Je vais jouer un personnage trans qui n'est pas out. Voilà, c'est la pause dramatique, voilà. Mars 2024, pour rappel. Non mais c'est... Non, c'était pas mars, d'ailleurs, ça va être avril. Bon, peu importe. Vous irez chercher, vous me corrigerez en commentaire, comme ça crée de l'engagement. Alors voilà. Incroyable. Et sur la base de ce que j'ai initialement compris des cordes sensibles, non, parce que après j'ai mis la main sur le PDF et j'ai arrêté de lire au bout de 10 pages parce que j'ai fait mais c'est illisible et injouable. Ouais. Alors, c'est ni illisible ni injouable, mais il faut sacrément bien connaître les règles pour jouer à un jeu qui... aujourd'hui, on n'en écrivait pas comme ça, en fait, tout simplement, quoi. Aujourd'hui, on fait un truc beaucoup plus light. Et donc, justement, sur la base de ce que j'avais compris des cordes sensibles, j'ai eu l'idée d'un jeu. Un jeu en cours d'écriture, n'est-ce pas, qui s'appelle maintenant donc 2 Adelphes, qui s'appelait Les Adelphes, qui s'appelle 2 Adelphes maintenant. Et ce jeu-là, rétrospectivement, je me dis, bah oui, c'est un jeu que j'ai écrit pour pouvoir faire mon coming out, en fait. Puisque dans ce jeu, donc j'en parle très vite fait, parce que j'en ai pas parlé, j'ai mentionné que j'avais l'idée d'un jeu, mais donc dans ce jeu, l'idée c'est que 2 membres d'une Adelphie, je suppose qu'on dit ça comme ça, je sais pas, 2 Adelphes, 2 membres d'une fratrie ou d'une sororité, donc, vont se retrouver par hasard. Le plus jeune des 2 va fuguer, en fait, de la maison familiale. L'autre revient pour le week-end et vit en dehors, quoi, vit sa vie de jeune adulte. Et en fait, chacun des 2 personnages a un secret que les joueuses décident individuellement, bien sûr, en début de partie. Et le but, ça va être... Enfin, le but. C'est pas un jeu de devinette ou que sais-je. Mais le but, ça va être en fait d'essayer d'arriver à toucher du doigt ce secret-là. Ce qui se passe, quoi. Voilà.
Et voilà, moi j'ai compris après que, bah oui, en fait, ce jeu-là, je l'ai écrit pour pouvoir faire mon coming out, tout simplement. Et je ne l'ai pas fini, bon, il est en pause, n'est pas mort ce qui est jamais d'or, et au fil des siècles peut mourir même la mort. Bien sûr. Je ne l'ai pas fini sans doute parce que j'ai fait mon coming out en n'ayant pas besoin de ce jeu. Ça fait sens. Ce qui explique donc peut-être pourquoi le projet est en pause. Voilà, par rapport à la transidentité. Je vais vite fait, donc, parce que c'est intéressant, mentionner mon asexualité, enfin, ma demi-sexualité, mais on va dire asexualité pour C'est le simplifier, spectre, parce que bien sûr. voilà, c'est sur le spectre, donc voilà. J'ai beaucoup de mal à... alors ça dépend comment c'est fait, bien sûr, mais bon, ben voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à mettre des relations, ne serait-ce que romantiques, à mes personnages de jeux de rôle. Ouais. Sur table. C'est pas par timidité ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, c'est des thèmes qui enfin, ça ne m'intéresse pas beaucoup de les explorer, voilà, ça ne me parle pas parce que ça me touche peu en fait. Juste, non, je vais devoir expliquer ce que c'est que la demisexualité. Donc en 2 mots, la demisexualité, c'est le fait de ne pouvoir éprouver d'attirance sexuelle que pour des gens avec qui on est déjà dans une relation sentimentale, on va dire, forte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis absolument pas capable, bon de toute façon je suis marié donc je risque pas de le faire aujourd'hui, mais je ne suis absolument pas capable d'aller en boîte et de coucher avec quelqu'un que je rencontre là dans la foulée. C'est quelque chose qui est absolument inconcevable pour moi. Voilà. Définition rapide, je suis probablement aussi demi-romantique. Et donc, par rapport à ça, donc ces thématiques-là, moi, en jeu de rôle, c'est des choses avec lesquelles j'ai du mal, parce que il faut justement pouvoir construire une relation intéressante avant d'arriver ailleurs. Et alors justement, je voudrais raconter une anecdote très récente. C'est dans une des dernières parties que j'ai faites sur table. La partie était géniale, vraiment un jeu de rôle super dont je parlerai très prochainement dans ces micros. Je vais donc pas dire de quel jeu il s'agit, j'en reparlerai le moment venu. Je ferai un rappel à l'épisode sur Dog Eat Dog que vous irez réécouter, du coup, ça vous fera les pieds. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où mon personnage amnésique retrouvait la mémoire et se rappelait que elle, parce que c'était une femme, qu'elle était en couple avec un PNJ. Et là, mon cerveau a fait un blue screen. Aïe. Je situe. Voilà. Par ça, la partie était vraiment géniale. J'ai vraiment hâte d'en refaire une. On en fera peut-être une quand tu seras là. Ce serait cool. Ouais. Voilà, autre chose à dire sur le jeu, sur la FAQ, sur la sexualité, j'en sais rien. Non. Bon, c'est éventuellement pour l'anecdote par rapport à ce que tu disais sur les personnages, le fait d'avoir des relations romantiques avec ces personnages. Ouais. Outre le côté émouvant de la réponse, bien sûr, parce que c'est quand même des sujets forts, ça me fait un peu rire parce que une fois encore, on est totalement sur des opposés, alors là, des opposés plutôt anodines, totalement, une fois encore, dans les opposés dans le rapport avec nos personnages. Oui. Moi, j'ai j'ai le problème, c'est pas vraiment un problème. Voilà, la situation un petit peu inverse où je ne résiste pas à l'occasion. C'est-à-dire que peu importe le personnage que je joue, je vais rarement aller vers des PNJ et voilà, essayer de draguer un PNJ, tu vois. Autant si l'UMJ met en place cette opportunité, tu vois, en place un personnage qui semble être intéressé, c'est rare que je résiste à la potentialité d'avoir une histoire d'amour pour mes personnages. Oui. À tel point que des fois, ça me frustre un peu d'ailleurs. Parce que rétrospection, encore. Des fois, je me frustre rétrospectivement. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend du canon esthétique du jeu. C'est-à-dire sur 30 World Lesbians, par exemple, je pense que je vais adorer faire ça, mais parce que ça fait vraiment partie du jeu. C'est propre jeu, quoi. Ouais, mais sur Passion de las Passiones aussi. Tu vois, des jeux qui explorent ces thématiques, au contraire, j'ai envie de me jeter dedans, quoi. Il y a aucun souci de ça, mais je t'avoue que genre, à Donge, j'ai vraiment pas envie, que je suis pas là pour ça, quoi. Ouais, donc il y a aussi de ça, je pense, qui se joue. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu as un teaser pour l'épisode du mois prochain? Je ne l'ai pas écrit à l'avance parce que jusqu'au dernier moment, j'étais en mode. On verra plus tard. Est-ce que je remets à plus tard ou pas? Mais bon, je pense qu'il faut quand même se décider parce que là, moi, je fonctionne beaucoup par symbole.
Et il y a des symboles dans la vie, des fois, qui peuvent permettre de fixer des décisions. Donc, je me dis, d'accord, je vais définitivement faire ce jeu-là le mois prochain. Je vais en chier en termes d'écriture, c'est pas grave. Et donc, mon teaser sera le suivant. Le mois prochain, on va s'émerveiller. On va s'émerveiller comme des enfants, même si on ne sera pas à l'abri du danger. Et puis surtout, on risque de perdre notre émerveillement en grandissant. Tu vas donc forcément nous parler de Little Fears. Évidemment. On fera des parallèles. Au prochain épisode, tu me garderas un petit créneau, je ferai des parallèles avec Little Fears. Parce que je sais bien sûr de quel jeu tu parles, mais voilà. Ce n'est pas Little Fears. Alors, indice, ce n'est pas Little Fears. C'est ça. Ok, et ben c'est cool. Il nous reste à vous faire des bisous. Et puis, je vous laisse avec une musique qui est, ma foi, fort à propos pour cet épisode, mais qui en dira aussi beaucoup sur mon âge, puisque, voilà, le punk californien n'a pas toujours été à la mode. Bisous, bisous. Et surtout, faites attention à ne pas vous faire coloniser d'ici le mois prochain. Ce serait quand même malheureux. Ça serait dommage. Je ne sais pas si je vais assumer cette phrase et la laisser. Ouais, j'ai trop peur que ça arrive pour de vrai. Our lives run different ways through the rain. I see you in the sun. Our star shines anyway. If you wish upon it, we are one. Dog eat dog every day. On our fellow men we pray. Dog eat dog to get by. Hope you like my genocide. I find it such a shame. Through the pain I see things as they are. We're served up on a plane. Pedestal is high enough to fall. And if in time we can see the errors of our ways, would anyone change it now? Our time is up. Dog eat dog every day. On our fellow men we pray. Dog eat dog to get by. Hope you like my genocide. Dog eat dog every day. On our fellow men we pray. Dog eat dog to get by. Hope you like my genocide. I bet you'd only run if you saw what goes inside our own. I bet you'd lead the way if we're up to you to decide. But it's not. Dog eat dog every day. On our fellow men we pray. Dog eat dog to get by. Hope you like my genocide. Dog eat dog every day. On our fellow men we pray. Dog eat dog to get by. Hope you like my genocide. Like a silver flame. Like a suicide. Like a killing more. 1, 2, 3, 4. I especially enjoyed that one. Let's see what's next. Mais d'abord, je vais éternuer.
J'en ai perdu mon casque. C'était assez violent comme étonnement. J'ai fait peur à mon chat qui dormait derrière l'écran. Lui aussi fait du bruit derrière l'écran.